Belle moisson de finalistes au prix Trillium pour les éditions prises de parole qui s'illustrent dans 3 genres différents. L'auteur Alain Doum est en lice pour la pièce Un urinome sur une balançoire, un récit sensible qui met en scène un homme aux prises avec une tumeur au crâne. Véronique Maréquier, auteure du roman Marjorie Chalifou, un roman rapide, fou, qui met en scène une jeune fille fascinante, est également finaliste. Sonia Lamontagne est quant à elle en lice au prix de poésie Trillium. Son recueil Comptine à rebours est une œuvre intime qui rend compte de la réalité psychologique d'une jeune femme aux prises avec ses démons. Les lauréats seront connus le 22 juin prochain lors de la remise des prix qui aura lieu à la Bibliothèque de référence de Toronto. Les prix Trillium sont gérés par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario pour le compte du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu à la chronique littéraire de cette semaine en compagnie de la chroniqueuse Suzanne Dion. Bonjour Suzanne, vous allez bien? Oui, très bien. Et on va commencer cette semaine avec un polar. Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie de Ruth Ware. Drôle de titre. En effet, je pense que j'aurais pas moi-même choisi ce livre. J'aurais trouvé le titre un peu bizarre, mais j'ai bien aimé cette lecture. C'est écrit par une Londonienne et l'action se passe dans le nord de l'Angleterre. Alors, 5 filles et un garçon sont réunis dans une maison de campagne pour fêter l'enterrement de vie de jeune fille de l'une de ces filles-là. La narratrice, c'est-à-dire une de ces 5 filles, se demande pourquoi elle a été invitée, parce qu'elle n'a pas vu la future mariée là, depuis 10 ans. C'était sa grande amie d'adolescence, mais elle ne l'a pas vue depuis 10 ans. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs au début. Alors elle est partagée, elle n'a pas vraiment le goût d'aller là, mais une de ses amies veut y aller, alors elles décident toutes les deux d'y aller. Assez rapidement, les deux sont mal à l'aise, ont le goût de repartir, mais hésitent à le faire. Alors nous, on sait qu'il va se passer quelque chose de grave pendant cette fin de semaine-là, mais ça commence comme une fin de semaine entre amis, petit souper, verre de vin et tout. Alors, le lieu est isolé, en plein bois. Les communications cellulaires ne marchent pas et à un moment donné, le téléphone fixe est même interrompu. Alors, c'est encore de plus en plus inquiétant, là. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ça fait un peu comme dans Les 10 petits nègres de Agatha Christie. La première journée, il y a une activité qui est au programme, tir au pigeon d'argile. Alors, on sait aussi qu'il y a une arme chargée dans la maison, chargée à blanc. C'est simplement pour éloigner des oiseaux et tout ça, mais quand même, il y a une arme. Alors, on sait aussi que notre narratrice est vulnérable. On se demande comment elle va s'en tirer, si elle s'en tire. C'est une fille intelligente, c'est une fille sportive, mais qui ne s'impose pas, qui prend difficilement des décisions. Alors, elle nous apparaît assez rapidement comme une victime. Alors, l'atmosphère est trouble à l'intérieur, ça traverse tout le livre. On cherche les motivations des gens et on les connaît vraiment uniquement à la fin. On s'attache aussi aux personnages, alors c'est une lecture agréable et prenante. Alors, vous avez aimé? Oui, j'ai aimé. Oui. On rappelle le titre, Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie de Ruth Ware. Et là, on change complètement de registre. Carrefour d'une vie de Naïm Katan. Oui. Alors là, c'est vraiment tout autre chose. Naïm Katan, qu'on a lu dans Le Devoir et qui a dirigé pendant une 30aine d'années le service des lettres et de l'édition au Conseil des arts du Canada, est un véritable intellectuel qui a eu une vie assez particulière. Il est né à Bagdad, dans la communauté juive, et il a été très jeune repéré par des professeurs français qui lui ont fait obtenir des bourses d'études en France. Il a commencé à écrire en arabe, qui est sa langue maternelle, mais ensuite il a écrit en français. Alors, en arrivant à Montréal, il s'est davantage lié à la communauté francophone, bien qu'il connaisse aussi les auteurs canadiens anglais. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance de la littérature française, de la littérature québécoise, francophone en général, et aussi de la littérature anglaise et arabe. Alors, dans ce livre, il relate les étapes de sa vie d'écrivain. Il rend hommage à des personnes qui ont joué un rôle important dans cette vie d'écrivain et il parle de thèmes importants de son œuvre. Alors, c'est quelqu'un qui est ouvert, très, très ouvert et bien au fait des valeurs musulmanes et chrétiennes,
qui est proche d'écrivains de toute confession. Alors, il explique que comment la Bible et le Talmud ont fait partie de sa vie. Ah, intéressant. Oui, oui. Et en même temps, il est très ouvert aux confessions des autres. Il explique comment il est un juif, il est fondamentalement un juif de Bagdad, même s'il a fait de Montréal sa ville. Ça donne de belles réflexions sur l'ouverture à l'autre et sur le fait d'être soi, de rester soi aussi. Son plus beau texte, à mon goût, c'est le dernier, qui a pour titre « L'illusion et la brûlure ». Alors, ce sont des réflexions sur la connaissance et le savoir, la confiance et l'amour, sur le feu aussi. Alors, c'est très intéressant. C'est un beau livre. Alors, c'est Carrefour d'une vie de Naïm Katan. Et là, on parle de Le langage de la meute de André Alexis. Oui, oui. Et j'ai le goût aussi de donner le nom du traducteur, parce que ça devait pas être simple de traduire ce livre, et ça m'a semblé vraiment très bien traduit. C'est fait par Michel Saint-Germain. Alors, cet auteur a des racines trinidadiennes, et il travaille à Toronto. Il a écrit ce livre en anglais. Il n'en est pas à son premier roman, ni à son premier prix. Ce livre-là a gagné un prix Geller en 2015. Et ça raconte l'histoire de 15 chiens qui ont reçu des dieux l'intelligence des humains. Ah! Alors, c'est une fable qui part d'un pari entre Apollon et Hermès qui devisent dans un bar de Toronto. Alors, ils ont parié qu'avec l'intelligence des humains, tous ces chiens mourraient malheureux. Et l'histoire est très bien menée. L'auteur crée un suspense, on voit se créer une hiérarchie à l'intérieur de la meute, des intrigues, des peurs, et certains chiens ne tiennent pas longtemps dans cette nouvelle société-là. Il y en a 2 qui vivent plus longtemps que les autres et on suit leurs péripéties. Ça devient même émouvant. On s'attache aux chiens. Alors que moi, j'ai pas d'affinité particulière pour les chiens. J'ai bien suivi cette histoire. Beaucoup de réflexions sur l'ouverture à la nouveauté, sur l'éthique, sur les classes sociales, sur la violence, sur toutes sortes de sujets, tout en restant léger et pétri d'humour. L'auteur joue avec nous un peu comme il nous arrive de jouer avec les chiens. Ah, intéressant. Le langage de la meute de André Alexis. Et là, on termine avec La fiancée du facteur de Denis Thériault. Oui, c'est un roman particulier, c'est un univers nouveau pour moi, mais cet auteur avait publié avant un autre roman qui avait pour titre « Facteur émotif », et celui-ci est la suite du premier, que je n'ai pas lu, mais qui a été publié dans 20 pays et traduit dans 11 langues, alors il doit être bien aussi. Le Figaro littéraire avait dit du premier roman qu'il s'agissait d'un roman sans prétention qui vise à rendre plus légère l'existence des lecteurs. Ben, je dirais la même chose de celui-là. C'est un petit roman symbolique, philosophique, qui se lit très bien. Au début, on pense qu'on a affaire à une petite histoire d'amour pas trop compliquée, mais ça se complique au fil des pages. On se promène de Montréal à la Guadeloupe et même à Munich. Il y a de beaux personnages là-dedans. Il y a aussi beaucoup de petits poèmes japonais, là, les haïkus, là. Il y en a plusieurs dans le livre. Alors, ça fait un roman délicat comme l'art japonais. D'ailleurs, le livre lui-même est très beau et ça ferait, il me semble, un beau cadeau, ça, ce livre, à n'importe qui. Il y a des cerisiers blancs, je crois, dessus. Oui, c'est ça. Oui, c'est joli comme tout. Ça fait japonais aussi. Alors, rappelle le titre, La fiancée du facteur de Denis Thériault. Merci beaucoup, Suzanne, pour ces 4 belles suggestions. Merci. On se retrouve dans un mois.